Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Arnaud Delair. Je vais présenter le premier live Twitch du très informé de Logicam. Vous avez à mes côtés Julia en plateau. Je te laisse Bonjour, on est présenter ravis Julia. d'être là. Bienvenue à tous. Et On va rester ensemble environ 1 heure. Et n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, ce que vous attendez de ce live. On a prévu de parler de intelligence artificielle. il faut préciser en plateau aussi que nous avons une invitée, Eunice, à ma gauche. Bonjour Eunice. Bonjour. Et nous avons aussi déjà une chroniqueuse avec nous, Estelle, qui nous fera une chronique sur ChatGPT. Ouais, C'est ça? tout à fait, c'est ça. Ok, alors on va parler d'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, on va peut-être dire bonjour à tous nos internautes, peut-être. Non? Bonjour à toutes, bonjour à tous aussi. N'hésitez pas à suivre le live et à nous poser des questions. On y répondra en direct. Si vous avez une interrogation, si vous avez une remarque, vous vous adressez directement à nous et nous, on vous répondra dans les plus brefs délais. Alors, on va parler d'intelligence artificielle. Jusqu'où ira l'IA? Danger ou innovation? C'est le thème qu'on a décidé d'évoquer tout au long du live. Parce que ChatGPT fait l'actualité en ce moment et c'est une IA. Et c'est une IA gratuite, accessible à tous. Et en fait, ça marche de façon assez facile. Vous pouvez poser vos questions par écrit au robot et en gros, il vous rédige un texte. Et apparemment, ils sont assez bien faits. Pardon? Tu me spoil là. Ah, je te spoil, pardon. Bah écoute, je dis juste Ma que Sciences chronique, Po a interdit son utilisation et que certains médias comme BuzzFeed vont s'en servir pour alléger le travail des journalistes et leur favoriser un temps d'enquête un peu plus conséquent. Voilà, donc je vais laisser Estelle prendre la parole ou d'abord c'est toi, Julia? Non, déjà, n'hésitez pas à nous dire si vous en êtes déjà servi de Il fait chaud ChatGPT ici. pour faire un CV, une lettre de motivation. Je sais pas, dites-nous ça dans le chat. L'IA, elle fascine, elle inquiète, mais est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur? Est-ce qu'on a des raisons de s'en inquiéter? Comment vivre avec? Pour nous aider à répondre à toutes ces questions, on accueillera tout à l'heure François-Xavier Dupé, qui est maître de conférence en informatique, spécialisé dans l'intelligence artificielle à l'université Aix-Marseille Université. Et donc, on parlera de tout ça. Et sans plus attendre, nous accueillons Estelle, qui va nous parler de sa chronique sur le sujet. Bonjour Estelle. Bonjour Julia, effectivement, moi je vais vous parler de ChatGPT. On dit bien ChatGPT, vraiment, c'est pas GPT, c'est GPT. Ouais, parce qu'on a commencé à nous faire une blague sur le live, il y a un internaute qui nous a dit chat GPT. G plus loin PT, vous avez capté? Très très drôle, Pnet. Non, mais ça Très, c'est très 100% Paul, enfin bref. Donc, ouais, effectivement, ChatGPT est une avancée passionnante dans le domaine de la technologie de langage. C'est un modèle entraîné par OpenAI et qui est capable de générer des textes à la demande en utilisant une intelligence artificielle de pointe. Alors, en gros, c'est comme ça que l'IA se présente. Au-delà de son melon évident, effectivement, c'est vrai, ChatGPT, c'est un outil absolument dingue. Alors, par contre, je vous préviens, n'essayez pas de vous connecter au site en même temps que cette chronique. Ça sert à rien. En gros, les serveurs sont saturés. Moi, j'ai essayé hier soir, j'ai essayé ce matin. Inutile. En même temps, il faut dire quand même que ça fait un mois que les médias harcèlent la population sur le sujet. Si toutefois il en reste parmi vous qui ne connaissent pas, deux choses. Mais déjà, félicitations, vous êtes une minorité absolue. L'une des dernières âmes épargnées parmi les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Deuxièmement, parce qu'il faut bien sortir de sa grotte au bout d'un moment et accepter la modernité, voici 4 infos sur le mode de fonctionnement de l'IA. Alors déjà, le robot, il tire ses informations d'une base de données monstre. Il a été alimenté pendant des mois et des mois à partir de textes qui sont disponibles sur Internet. À noter cependant que ces textes, ils sont datés de avant 2021. Ça veut dire qu'en fait, il manque quand même 2 ans d'informations et d'actualité. Par exemple, ChatGPT ne sait pas à quel point l'OM a roulé sur le PSG mercredi soir. Mais qu'à cela ne tienne, on peut lui faire apprendre des choses. Comme le fait que la reine Elisabeth est morte en septembre, ou que l'Ukraine est en guerre depuis février. On peut aussi lui apprendre des vannes avec l'équipe TikTok. On a essayé. Alors c'est pas glorieux, mais au moins maintenant, ChatGPT sait que ce qui est jaune et qui attend, c'est Jonathan. Waouh, bravo. Merci. Et t'as pas une petite info pour les étudiants? Bien sûr que si, moi je pense à tout le monde. Si son humour est absolument éclaté, le robot peut au moins répondre aux questions à la perfection. Comprenez-moi, camarades, l'IA est tout à fait capable de produire une dissertation sur l'exécutif et la violence entre 1814 et 1958.
Voilà, sachez que Pas mal. moi j'ai eu ce sujet-là et j'aurais adoré avoir ChatGPT. Mon petit conseil quand même, profitez-en et même abusez-en et vite. Parce qu'en fait, OpenAI, donc l'entreprise, a prévu d'attacher une clé cryptographique aux textes qui sont pondus par ChatGPT. En gros, ça veut dire que pour l'instant, les dissertations, les textes écrits par ChatGPT ne sont pas considérés comme de la triche ni comme du plagiat par les sites, les logiciels de détection. Mais par contre, ce sera bientôt pas le cas. Si cette chronique vous a donné envie de demander au robot de rédiger vos CV et que le site n'est toujours pas disponible, moi je vous ai prévenu au début de ma chronique, il existera bientôt une version payante. Voilà, donc pour 20 €, c'est-à-dire un bon plateau de sushi, vous obtiendrez un accès prioritaire à la plateforme d'échange. Les réponses tomberont aussi plus vite. Par contre, il faut relativiser parce que c'est vraiment une question de secondes. Et toi, du coup, tu as déjà testé, enfin, tu as comparé avec ChatGPT ce que tu as produit. GPT, pardon. ChatGPT, ce que tu as produit sur l'exemple que tu nous as donné. À la dissertation. Ouais, est-ce que tu as regardé? Oh la vache, non, Non. j'ai même pas demandé en fait, Pour mais voir je la sais différence. que. Alors moi je préviens quand même, en prépa j'étais vraiment mais misérable. Donc du coup je pense, sans avoir besoin de me référer à ChatGPT, je pense que l'IA aurait produit quelque chose de vraiment supérieur à ce que j'ai pu produire. Je pense même que ma note n'a pas dépassé le 6, comme le partiel de polynomial. Voilà. Une note Moi, dure, c'est une note dure. Voilà. Merci Estelle. Merci à vous. On Merci. accueille Allez, Eunice. au Bonjour revoir. Eunice. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Ok, ce sera beaucoup plus simple. Tu es chercheuse en traitement automatique de la langue chargée des projets innovation chez Enedis. Est-ce que c'est ça? Pas totalement chercheuse encore, je suis Ok. jeune doctorante du coup. D'accord. Donc Donc, je doctorante prépare en ma lien? thèse exactement en Ok. traitement automatique de la langue. Et ma thèse en fait elle se fait à Enedis du coup. D'accord. Avec toi, on va aborder les questions relatives à ChatGPT. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans la chronique d'Estelle, te fait réagir ou... Je pense que ce qu'elle a dit c'est complètement vrai. Ok. Donc elle a su définir ce que c'est que ChatGPT et le fait qu'il ait été entraîné sur une grosse masse de données et bien d'autres trucs qu'elle a pu dire qui sont vrais pour moi en fait. D'accord. Tu travailles sur les langages comme ChatGPT depuis combien de temps? Ben, là, en fait, j'ai commencé le traitement automatique de la langue en 2019, disons. Parce que c'est en 2019 que j'ai obtenu mon premier master en intelligence artificielle. Donc, j'ai fait Est-ce qu'on peut juste préciser qu'est-ce que le traitement automatique de la langue? Ben, le traitement automatique de la langue, c'est à deux niveaux, en fait. Donc, il y a le traitement automatique de la langue écrit et parlé. Donc, quand on parle de la langue ou du langage, c'est pas de la langue, du langage informatique, en fait. C'est vraiment du langage naturel. C'est-à-dire, par exemple, le français, l'anglais, l'arabe et toutes ces langues, en fait. Donc, le but, c'est d'automatiser, finalement, le traitement de ces langues-là. Donc, c'est à deux niveaux. Donc, premier truc, c'est la compréhension du langage. Parce que c'est ce qu'on fait d'abord. On commence par une compréhension. Donc, on a Natural Language Understanding, qui est le traitement automatique de la langue, la compréhension, en fait. Et ensuite, on a la génération. C'est-à-dire qu'on a compris, il faut répondre maintenant à l'utilisateur et tout. Donc, et là, on appelle Natural Language Processing Generation. Donc, c'est à deux niveaux, finalement. Donc, du coup, en fait, c'est ça le traitement automatique de la langue. C'est vraiment automatiser la langue. Les exemples les plus palpables aujourd'hui, c'est les traducteurs automatiques, par exemple. On a aussi dans les téléphones quelque chose qui est très, très utilisé et que peut-être beaucoup ne savaient pas au départ que c'était le traitement automatique de la langue. C'est la prédiction du mot suivant. Ouais, Et d'accord. ça, c'est adapté à l'utilisateur, en fait. Chaque utilisateur, quand tu dis bonjour, si moi j'aime dire ça va, il va plutôt me proposer ça va. Si toi tu aimes dire comment tu vas, il va Ouais, plutôt en te proposer. fonction de- Donc c'est vraiment en fonction de l'utilisateur. Et c'est vraiment à ça que c'est le traitement automatique de la langue. Et ça a beaucoup évolué depuis 2017 avec la sortie d'un nouveau système, une nouvelle architecture qui s'appelle les Transformers. Donc il y a eu plusieurs architectures au cours des années, mais dès que les Transformers sont sortis, il y a eu une montée en puissance du traitement automatique de la langue et donc la création de plusieurs modèles de langage à grande échelle finalement comme ChatGPT qui intègre GPT-3 qui est un modèle de langage large en fait, finalement qui a été appris sur beaucoup de tests en fait. Pourquoi tu as choisi
de travailler sur ce genre de logiciel? Ben, déjà, en fait, quand on parle de l'intelligence artificielle en général, il y a plusieurs points, plusieurs sous-domaines finalement. On a la classification, tout ce qui est imagerie, classification d'image ou computer vision on appelle, c'est-à-dire la vision par ordinateur. On a aussi le traitement automatique de la langue du coup. Et on a aussi d'autres petites branches en fait qui sortent de là. Et moi pendant mon master, j'étais plus à l'aise dans le traitement automatique de la langue. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que les traducteurs, je me demandais toujours comment ça fonctionnait en fait. Donc découvrir en fait comment un traducteur fonctionnait, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et je trouve que c'est un point qui est un peu difficile quand même en IA où il y a beaucoup d'axes de recherche, tout simplement parce que ça implique en fait d'étudier comment l'homme forme en fait ses mots, comment l'homme forme ses phrases et tout. Donc le langage naturel. Et le langage naturel, c'est depuis l'enfance en fait. Comment il commence, un enfant, il répète juste ce qu'il entend et tout, avant même de savoir écrire. Donc il y a cette compréhension qui fait de la chose d'abord. Donc il faut étudier tout ça d'abord pour mieux comprendre, pour refaire des systèmes qui sont à peu près pareils. Donc c'est ce qui moi personnellement m'a motivé à choisir le traitement automatique de la langue particulièrement. Ok. Est-ce que toi, pas, ça te choque, mais est-ce que ça te bluffe encore le fait de pouvoir à ce point arriver à un résultat aussi qualitatif? Ben, je suis pas tellement choquée, mais je dirais que je suis, mes sentiments sont assez mitigés vis-à-vis de ChatGPT, parce que je trouve que quand même que c'est une évolution assez rapide, et donc ce qui me fait surtout un peu peur en ce qui concerne ChatGPT, c'est que ça soit ouvert au grand public sans même forcément une formation préalable des utilisateurs. Donc, est-ce que le monde, finalement, le grand public était prêt pour cela, en fait? Parce que là, ça implique, en fait, tout le monde parle de l'intégration de l'IA sans forcément peut-être y être préparé, en fait. Donc, c'est Et tout ça. comment on peut se préparer à l'intégration de l'IA? Ben, faut faire des formations. C'est comme quand l'ordinateur est arrivé au début. Il y a beaucoup qui ont commencé à en parler. Donc, il faut beaucoup en parler. Faut vraiment dire ce que c'est, en fait. Sinon, ça crée aussi des peurs et tout ça. Toutes sortes d'émotions. Mais à quoi est-ce qu'on doit vraiment se préparer? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies d'intégrer l'IA? Ben, par exemple, des tâches en fait qui vont demander je sais pas, peu d'intelligence pourront être automatisées bientôt en fait. Donc c'est pas de voir l'IA comme quelque chose qui va remplacer les humains ou quelque chose qui va je sais pas fait que des personnes seront renvoyées, mais c'est plus de l'utiliser comme un outil finalement. C'est vraiment ça le point en fait. Donc comme tout outil qui a été créé aujourd'hui, il fallait former les humains à utiliser ces outils-là. Au départ, il n'y avait pas des calculatrices scientifiques et tout. Avant qu'il y ait des calculatrices scientifiques, les professeurs, ils faisaient quoi? Les étudiants n'avaient pas droit à cela. Ils calculaient eux-mêmes à la main. Et au fur et à mesure, il y a eu une intégration des calculatrices scientifiques. Ce qui a permis finalement d'aider en fait les étudiants. Et en fait, les professeurs se sont adaptés à cela. Aujourd'hui, on permet l'utilisation des calculs scientifiques. C'est parce qu'il y a une certaine, en fait, il y a une certaine synergie autour de tout cela, en fait. Et c'est ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui. C'est-à-dire comment intégrer les systèmes d'IA à l'échelle humaine, du coup, à l'échelle de la grande population, le grand public, mais de manière sécurisée aussi, et puis pour qu'ils comprennent ce qu'ils utilisent, en fait. Là, on a un message sur le live. Est-ce que cette machine, Lenita 13 qui nous demande, est-ce que cette machine peut comprendre le langage non verbal et les sous-entendus? Ben, normalement, il était entraîné également, mais il ne sera pas forcément aussi fort que ça, que l'homme en fait. C'est ce qui fait que ces systèmes restent quand même limités. Quand on met des blagues sur ChatGPT, quand tu demandes à ChatGPT d'écrire des blagues, il n'a pas forcément le même humour que nous on pourrait avoir en fait. Il peut écrire quelque chose qui peut être drôle, mais c'est pas tout le temps. Pourtant, si tu dis à un homme de vraiment écrire une blague, il te trouvera quelque chose avec. Et je pense que aussi c'est parce que c'est écrit quelque part. Donc tu n'as pas forcément l'intonation, tu n'as pas des trucs en fait. Le langage non verbal qui fait qu'on comprend le message. En fait. Donc c'est vraiment limité à ce sujet-là. Et donc, voilà. Donc ça fait partie des limites pour l'instant de ce genre d'intelligence artificielle. Mais jusqu'où ça peut aller, un outil pareil? Ben, très loin, je dirais. Parce que jusqu'où, je dirais que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé bientôt dans tous les domaines.
déjà, parce que pour moi, il est plus ou moins utile en fait, selon ce que tu fais. Donc, si tu as, dans le cas des développeurs et tout, il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui témoignent ils ont vraiment gagné du temps en utilisant ChatGPT pour coder. Donc, ils demandent un pré-code, au fur et à mesure, ils modifient en fait cette brique-là. Donc, ils disent qu'ils ont gagné du temps. Donc, déjà, en fait, le métier de développeur va peut-être évoluer. Mais il faut quand même des personnes qui connaissent encore le code pour dire là, tu t'es peut-être trompé ou pas, en fait. En communication, pareil, c'est pour la créativité, en fait. Écrire un post, avoir des idées de post, c'est parfois difficile. Donc, se motiver, utiliser ChatGPT juste pour avoir des idées de post, par exemple. Et partir de cette brique-là pour former quelque chose de plus créatif avec la touche humaine dessus, en fait. Donc ça c'est quelque chose qui peut se faire. Et je sais pas si vous connaissez Notion AI. Donc Notion, en fait, c'est vraiment un outil de management et tout ça qui permet d'organisation, qui permet de s'organiser finalement. Et en fait, ils ont décidé d'intégrer l'IA à leur application Notion. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont formé Notion AI. Donc, ils partent, en fait, tu peux avoir une première brique d'idées avec Notion AI. Donc, tu demandes juste une première brique. Est-ce que je peux avoir une idée? Je veux écrire un post, mais je ne sais pas comment commencer. Tu peux me donner des idées de posts que je peux avoir dans le cadre de la communication et tout. Donc, moi, je pense que ça pourra aller très loin. Mais il faut que l'utilisateur se rende compte d'abord des limites de ChatGPT. Parce que si on utilise un outil sans connaître les limites, c'est dangereux pour moi. C'est pas bon. Estelle en a parlé tout à l'heure. Il y a des étudiants, des élèves qui utilisent cette IA pour rédiger des textes, des dissertations complètes, sauf qu'il y a des professeurs qui l'ont détecté. Mais comment on fait pour détecter un texte qui a été rédigé par ChatGPT d'un texte qui a été rédigé par un élève, un étudiant? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Ben aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cela en fait. Comment détecter des tests de ChatGPT. Je pense que c'est des études et elle a même parlé du fait que OpenAI même veut mener cela pour tout ce qui est détection de plagiat et tout. Donc c'est des études qui vont se faire en fait finalement. Donc c'est sûr. Et au-delà de tout cela en fait, quand tu es un humain, que tu lis un test qui a été écrit par ChatGPT et que tu es habitué aux réponses de ChatGPT, tu le sais. Tu sais que ça a été écrit par ChatGPT en fait. Parce que c'est très, je dirais, il y a quelqu'un qui disait ChatGPT, il est très poli. Okay, dans sa manière d'écrire et tout. Tu sais qu'il n'y a pas forcément de l'humain quelque part dedans. Il écrit quelque chose de grammaticalement correct. C'est mécanique. Mais c'est assez mécanique quand même en fait. Quand tu es habitué en fait à générer des trucs avec lui, au bout d'un moment, tu sais faire la différence entre ce qui a été généré par ChatGPT et ce qui ne l'est pas. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les années vont passer, ou même pas des années, des jours vont passer, il y aura un système bientôt de détection de tout ce qui a été généré par ChatGPT. Merci beaucoup, Eunice. On va passer à une chronique de notre ami Lucas, qui va parler de ChatGPT, qui s'est rapproché de Microsoft ces derniers temps. Ça illustre une guerre dans la course à l'IA entre les deux géants du web que sont Google et Microsoft. Comment ça se passe, Lucas? En gros, voilà, d'un côté, on a Microsoft. Donc, si vous ne le savez pas encore, Microsoft a intégré ChatGPT en fait, dans son moteur de recherche Bing. Et la promesse, voilà, elle est assez claire, c'est de donner des résultats plus pertinents, plus complets, avec des réponses en gros directes aux questions des internautes. Et c'est une version augmentée de ChatGPT qui utilise Internet. Et Microsoft a d'ailleurs donné des exemples en fait, un peu concrets de ce que l'IA serait capable de faire. Voilà, ça peut être planifier un voyage d'anniversaire ou écrire un poème qui rime. C'est un peu en fait comme le ChatGPT que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà au moins une fois utilisé. Et pour l'instant, voilà, il faut le savoir, c'est accessible seulement en version test. Voilà, donc pour l'instant, 1-0 pour Microsoft face à Google. Et leur patron d'ailleurs, Satya Nadella, a déclaré que nous allons être les leaders de la nouvelle ère de l'IA. Donc forcément, en voyant ça, Google a immédiatement réagi. Alors oui, mais plutôt dans l'urgence en fait. Google tenait une conférence de presse à Paris avant-hier et s'est un peu senti obligé de contre-attaquer et d'évoquer son nouvel outil d'intelligence artificielle donc, qui est nommé Bard, donc pour répondre un peu immédiatement à Microsoft. Et Bard, donc du coup, contrairement à ChatGPT, accède au contenu des sites web et propose une synthèse informative. Mais voilà, au départ, c'était pas du tout le programme de cette conférence.
ça a été un peu ajouté au dernier moment seulement pour donner de la matière à celles et ceux qui s'interrogeraient sur la stratégie de Google. Et d'ailleurs, cette stratégie de Google est totalement différente en fait de celle de Microsoft. Voilà, Microsoft, c'est assez clair, ils veulent casser un peu Internet, révolutionner le web. Et Google est pour le coup beaucoup plus prudent. C'est même une bataille un peu éthique en fait. Google veut vraiment protéger l'écosystème Internet actuel et ne souhaite pas en gros voilà, laisser le monopole, de l'information à une intelligence artificielle qui peut encore se tromper, qui est encore un peu perfectible. Et ils encouragent d'ailleurs les gens à continuer de cliquer sur les sites pour multiplier les sources d'informations, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça permet d'éviter la propagation de fake news. Et là, forcément, ironie du sort, Bien sûr. Bard a fait une bourde et a partagé une fake news. Et oui, Évidemment. en fait, Google a donné un exemple sur Twitter de son outil. Et donc la question posée à Bard était la suivante, je vous la lis. Quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb dont je peux parler à mon enfant de 9 ans? Et Google Bard a répondu en disant que le télescope lancé par la NASA en décembre 2021 a pris les toutes premières images d'une planète en dehors de notre système solaire. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux, c'est une grosse erreur factuelle. En fait, la première photographie d'une planète hors de notre système solaire, ça remonte à 2004. Comme le site de la NASA le confirme, mais voilà, ils se sont fait massacrer sur les réseaux sociaux. Et conséquence immédiate, l'action du groupe a baissé de 9% en l'espace d'une seule journée, soit une perte de 100 milliards de dollars de valeur, donc ça reste quand même énorme. Mais voilà, Google est transparent, l'outil n'est pas encore prêt et on attend le bon moment pour le lancer. Donc, vous avez réussi à placer un mot. Ouais. Et c'est quel mot que tu voulais placer? Le mot massacre, j'ai réussi à le placer. C'est des amis qui vous ont lancé un défi. Exactement. Ouais. Je C'est réussi. je les salue d'ailleurs, Enzo. En plus, sur le live, tu as plein de fans. Des fans. Ah ouais, on en a certains qui nous disent que c'était hyper intéressant, que tu as une vraie voix de radio, que tu es en feu. Enfin, t'as vraiment un fan club. Ouais, moi, à ta place, c'est- je les cherche et je leur fais une petite dédicace en sortant. Merci Lucas. De rien. Bon, bah, je sais pas vous, mais moi, dans mon fil d'actu cette semaine, j'avais que des sujets sur l'intelligence artificielle. Emma, toi qui as l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, tu nous as fait un petit récap de ce que tu as vu d'intéressant. Bon, je dois vous avouer un truc, j'étais un peu à la bourre pour ma chronique, du coup j'ai essayé de la faire écrire par ChatGPT. Au dernier moment, j'ai été prise de remords et je l'ai écrite moi-même, mais par contre je suis pas du tout la seule journaliste à avoir eu cette idée. Le 17 janvier, dans une vidéo postée sur TikTok par le média Brut, le journaliste Rémi Buzine nous parle des dernières infos sur la grève contre la réforme des retraites, ou plutôt son avatar nous parle. Car en fait, sa chronique a été entièrement réalisée par une intelligence artificielle, même le visage de Rémi Buzine qui apparaît sur l'écran. La vidéo fait un peu froid dans le dos, je vous l'avoue, et c'était le but de Brut, faire le buzz pour lancer un format de vidéo d'information entièrement réalisé par IA. Alors les journalistes sont tentés par l'IA, mais ils ne sont pas les seuls. Sur Twitter, les professeurs d'université sont nombreux à partager leur désarroi face aux copies d'étudiants qui ont utilisé le logiciel ChatGPT pour faire leurs devoirs, comme par exemple, comme vous le voyez à l'écran, Médéric Gasquet-Cyrus, prof de sciences du langage à l'université d'Aix-Marseille, qui se demande quoi faire face à une copie impeccable rédigée par un élève abonné aux mauvaises notes. Et puis il y a ceux qui soulèvent les problèmes liés à l'utilisation de ChatGPT, et il y a ceux qui s'en amusent. Sur Twitter, ces derniers jours, de nombreux internautes s'amusent à faire écrire au logiciel des chansons aux thèmes plus ou moins loufoques et à partager leurs trouvailles. Par exemple, ce tweetos breton qui a fait écrire à ChatGPT une chanson sur la galette saucisse à la frangipane. Ou alors une chanson sur le journal Le Bien Public à la demande de la rédaction de ce quotidien des Côtes d'Or. Ou encore, plus pointu encore, une cartographe sur Twitter qui a réclamé à ChatGPT les paroles d'une chanson sur un certain type de cartographie à la manière de Britney Spears. Et puis peut-être que vous avez vu passer ce thread Twitter posté par un notaire de Tarbes fin janvier. Dans une série de tweets, Jean-Baptiste Bullet raconte une histoire folle d'héritage suite au décès d'une cliente. Une histoire de testament aux airs de chasse au trésor avec des louis d'or à la clé. Puis pendant 24 heures, les tweets circulent sur Twitter, ils font le buzz. Mais le lendemain, le notaire révèle qu'en fait c'est ChatGPT qui a rédigé tous les threads. Et il a déclaré plus tard avoir voulu montrer aux internautes que ChatGPT c'est un outil puissant, alors incroyable mais aussi à double tranchant. C'est vrai qu'avec les IA on peut faire tout et n'importe quoi, mais encore faut-il savoir bien les utiliser. Alors certains influenceurs ont rapidement saisi le filon et inondent TikTok de tutos en tout genre,
à l'image du youtubeur et tiktoker Yomi Denzel, qui partage du contenu sur l'entrepreneuriat d'habitude, avec ses 700 000 abonnés. Il s'est mis à faire des tutos ChatGPT pour apprendre par exemple à coder son propre site web, son propre logiciel ou sa propre application. Et puis enfin, on finit sur une note un petit peu plus légère, avec un peu de musique, et notre David Guetta national qui s'amuse lui aussi avec les IA. Dernièrement, il a recréé la voix du rappeur Eminem. Il a ensuite demandé à ChatGPT d'écrire des paroles à la manière d'Eminem, puis il a mixé tout ça pour en faire une sorte de remix qu'il a posté sur Instagram dans une vidéo où il questionne aussi l'usage des IA dans le domaine artistique, mais ça c'est l'objet d'une autre chronique. Qui arrive juste après. Merci. C'est ça. Emma. Ça me va, c'est posé. Est-ce que Nice, tu as des petites réactions par rapport à la chronique que Emma vient de nous faire? Notamment sur le fait qu'elle dit, comme tu disais exactement tout à l'heure, qu'il faut sensibiliser les gens à cet outil, qu'il faut qu'on apprenne à s'en servir. Mais je reviens sur ce point-là parce que je pense que c'est un point qui est très déterminant, la sensibilisation à l'usage de ChatGPT. Et en fait, elle a parlé d'un truc qui est aussi intéressant, c'est que on voit que beaucoup de personnes commencent à l'utiliser déjà. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, c'est très intéressant. Je trouve ça génial en fait que beaucoup de personnes s'intéressent, qu'il y a des personnes qui sont artistiques, qui veulent aussi s'y intéresser et tout. Mais il y a la question aussi du droit d'auteur qui revient en fait. Parce que là, elle parlait du fait que ça soit un chant d'Eminem qui a été remixé et tout. Donc la question du droit d'auteur est un point important. Donc je pense qu'il faut vraiment en fait qu'il y ait un consensus autour de ChatGPT très rapidement. Sinon, on ne pourra plus savoir en fait qui est l'auteur d'un test. Et ça serait vraiment dommage en fait, je trouve. Donc pour moi, il est important en fait de trouver un consensus. Et ça devait se faire même avant que le grand public puisse l'utiliser. Et aujourd'hui, on parle de ChatGPT, mais il y a aussi d'autres IA génératives, comme des IA sur de l'image, par exemple. Il y a eu Stable Diffusion et tout cela, en fait. Et c'est pareil, les droits d'auteur, parce qu'ils ont été entraînés sur plusieurs images. Je sais pas, peut-être quelque part, tu vas retrouver, en fait, une image artistique. On te dit, tu peins dans le style de Van Gogh. Je sais pas, en fait, finalement, qui est l'auteur. C'est assez délicat pour moi, en fait, de parler de ce sujet-là. Et je trouve que faut un consensus. Faut un consensus, en fait, pour l'utilisateur. Justement, on a accueilli Louis. Bonjour. Louis. Je crois que c'est un peu le sujet que tu avais prévu d'aborder avec nous. Exactement. Ouais, T'as pas trop spoilé Non, ça Non, va, c'est bon. ça va. Vous avez directement dit la conclusion. Non, mais en fait, moi, du coup, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, mais dans le domaine artistique, un peu plus. Parce que s'il y a bien un domaine qui nous définit en tant qu'être humain, c'est un peu notre capacité à créer juste pour créer du sens, du beau, enfin quelque chose d'autre que des outils utiles qu'on peut utiliser un peu au quotidien. Et ça, les machines, les intelligences artificielles vont peut-être même nous l'enlever. Et il y avait une étude qui était sortie en 2021 du chercheur Ahmed El Gamal, un chercheur à l'université de Rutgers, qui établissait qu'en fait, dans 75% des cas, les gens ne savaient pas faire la différence entre une image faite par intelligence artificielle et une image faite par un autre artiste, en fait. Et du coup, moi, je vous propose de jouer un petit jeu et d'essayer de voir si vous faites mieux, en fait. Donc, simplement, je vais demander à la technique de vous diffuser des images. 2 images, là au début pour commencer, et entre la 1 et la 2, et vous allez devoir un petit peu me dire laquelle a été faite par intelligence artificielle. Attends, mais il y a des artistes qui sont bons aussi. Hein, il y a des artistes qui sont très très bons. Et du coup, vous la voyez là sur votre écran. Nice, après je te la montre, Julien. Nice, est-ce que vous avez un avis? Je dirais plutôt la 1. La 1, ça a été fait par quoi? L'intelligence artificielle ou Pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Ok. Toi, Julien? Arnaud, Julia? Moi, j'ai ma petite idée aussi. Je suis d'accord avec Nice, je pense que la 1, ça a été fait par une intelligence artificielle. D'accord. En fait, on se trompe tous. Julia? Oui, probablement. Dedans, en fait. Ouais, la 1 aussi, parce qu'elle est plus précise, non? D'accord. Et vous avez raison. C'est la 1, tout à fait. Non, c'est ça. C'est la première bande dessinée faite entièrement par intelligence artificielle qui s'appelle Zaraya of the Down.
Et en fait, quand je dis entièrement réalisé, c'est pas vraiment vrai parce que c'est une graphiste new-yorkaise du coup qui s'appelle Chris Castanova et qui en fait qui a essayé d'avoir des droits d'autrice sur son travail. En fait. D'accord. Et c'est la première à avoir réussi à avoir des droits d'autrice et du coup elle a pu vendre sa BD et la commercialiser. Elle a été traduite dans 15 langues. Voilà. Et la deuxième C'était en bande quelle dessinée, année ça, les droits? c'était en 2020. D'accord, donc Ah, c'est c'est hyper récent. récent. Oui, c'est très récent. Et la deuxième On y bande est, dessinée, c'est celle de Mathieu Beublé, qui s'appelle Carbone et Silicium, qui est une excellente bande dessinée de science-fiction, qui parle de transhumanisme, tout ça. Enfin, je vous conseille vraiment de vous la procurer, d'aller la lire. Et il y avait un petit indice pour vous faire deviner, c'est que sur la deuxième image, on voit des images de boyaux. Et en fait, les intelligences artificielles, pour l'instant, sont encore bridées pour pas permettre de faire des images choquantes à caractère sexuel ou violentes. Et donc, elles n'auraient pas pu créer ces images. Deuxième tour. Celle-là Donc là, ouais, c'est tout à fait. Et donc là, c'est une spéciale Alan Lee, qui est le graphiste, qui est le célèbre illustrateur de la saga Seigneur des Anneaux. Et donc, il y a une image qui est vraiment une image d'Alan Lee, et l'autre, c'est une image faite dans le style d'Alan Lee. Ok. Voilà. Laquelle est laquelle, c'est ça? Exactement, tout à fait. T'as compris le jeu. Très fort. Mais je vais m'amuser à dire la 2 pour ne pas dire la 1. La 2, d'accord, ok, mais sans plus d'arguments. Ouh. J'attends d'abord la réponse avant de Très bien. Julia, T'as une idée? Euh... Genre, moi je connais pas. Alan Lee Ah. Je te J'apprends conseille des trucs, de hein, déjà. regarder plein de trucs. Je sais pas, moi je dirais C'est la bien, 1. La 1, Par esprit D'accord. de contradiction. ouais. Ouais, moi je dirais la 2. La 2. Et ben c'est la 2. Ben, C'est la 2 tout à fait. Je dirais maintenant mon Oui, explication. alors l'explication. En fait, quand on regarde l'eau, le reflet dans l'eau, Ouais, c'est pas le même que ce qui est. d'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, C'est pas la même que Alors, ce ça qu'on aurait pu voit. être un effet un peu de style. Ouais, Oui. moi ça me fait penser à une aquarelle, la 2. Je trouve que. Je Ouais, dirais. le reflet dans l'eau, ouais. Moi, le reflet dans l'eau, je sais Ouais. que c'est. D'accord, C'est ok. des trucs qui C'est étaient un compliqué. peu compliqués en fait, parfois pour l'IA. D'accord, ok. Au départ, ils avaient du mal à représenter parfois les ombres et tout. Après, c'est amélioré sans doute pour les ombres. Et il y avait aussi pour les écritures par exemple. D'accord. Après, c'est amélioré. Mais c'est pour ça que j'ai dit la 2. Ok. Et bah en fait, du coup, la 2, c'est la ville de Lyon, dans le style d'Alan Lee. D'accord. Et la première, c'était l'ancien temple du soleil, qui est une de ses véritables illustrations. Et en fait, ça, c'est une petite limite du coup de ces IA, c'est qu'elles ne créent pas d'elles-mêmes des choses qui n'existent pas, c'est qu'elles sont composées d'une base de données qui est absolument énorme, avec des courants artistiques, énormément d'œuvres qui ont déjà été faites, de plein d'artistes qui ont vraiment existé, et elles sont capables seulement de faire des déclinaisons de tout ça. Et on peut se poser la question de est-ce que c'est du plagiat du coup c'est là que c'est compliqué. C'est un peu ce que tu disais sur le droit d'auteur, tout ça. Là, c'est facile à dire que c'est du plagiat parce que l'artiste est vraiment nommé. On sait que c'est Alan Lee, mais par exemple, j'aurais pu dire fais-moi une illustration d'Heroic Fantasy, et là, il aurait pioché dans des millions d'auteurs, d'autrices à travers le monde, et c'est très difficile après de retrouver la paternité véritable de l'œuvre. Bah, surtout s'il s'inspire de plusieurs millions d'images et C'est ça. qu'il en donne une originale. Ouais. On se demande presque si c'est pas lié à l'artiste dans Et dans puis le- surtout qu'un artiste humain a aussi des inspirations qu'il Bien va sûr. piocher à droite à gauche. On peut éventuellement passer à la suivante. Donc là, on change un petit peu de thème avec des haïkus, ces poèmes japonais. Et donc, je vais vous en montrer 4. Et sur les 4, il y en a un qui a été fait par ChatGPT. Je lui aurais juste dit, écris-moi un haïku sur la mort. Et voilà. Et donc là, vous pouvez les voir défiler à l'écran. On peut peut-être remettre les deux premiers, je vais les lire. Du coup, nuit brève, combien de jours encore à vivre pour la 1. De retour d'un enterrement, j'ai vu cette lune très au-dessus de la lande pour la 2. Et ensuite, pour la 3 et 4, la pluie tombe fort, effaçant les traces du passé, la mort arrive silencieuse. Et la 4, puisqu'il le faut, entraînons-nous à mourir à l'ombre des fleurs. C'est beau. C'est beau. Et il y en a une qui a été faite par un robot. Laquelle? C'est très difficile, je dirais, à identifier parce que Mhm. c'est pas forcément le style que j'ai l'habitude en Ouais. fait de voir. Donc je
je peux pas vraiment me prononcer en fait. Donc entre la 1 Ah, et mais la il faut 2. choisir. Une, Donc, deux, je dois- trois ou quatre. Je dois choisir entre les 4. C'est ça. Du coup, juste, je peux aller voir, Oui. 1, 2, 3, 4. Julia, t'as une idée? C'est compliqué. Au pire, on dit des chiffres au pif et puis. Ouais, moi on je vais voit, dire hein. 3 au pif. 3 au pif. Deux. Ouais, voilà, comme ça. 2 pour Respect Julia. contradiction. Eunice. Ben, je vais dire la 3. Là, La au moins, 3. c'est assez diversifié. Tout à Et fait. c'était la 4. Bah, c'était la 3, vous avez du bol. Vous avez du bol, exactement, Voilà, c'est la celle-là. 3. C'est ce qui arrive quand on écrit juste écrit un haïku sur la mort à ChatGPT. Et du coup, les 3 autres ont été écrites dans l'ordre quand même, je vais donner la paternité, à Masaoka Shiki, Kiyoshi Takahama et Kobayashi Issa, qui sont du coup de grands poètes japonais. Je parie qu'Arnaud, tu Oui, bah, connaissais bien, t'es fan. c'est Ça, c'est c'est mon livre, Bien sûr. il est sur ma table de chevet. Mais tout à fait. Du coup, voilà, le jeu est terminé. Mais en Il y tout cas, avait il a ces- plu ton jeu. Eh ben, tant mieux. Sur Très bien. sur Dans le la chat, conversation, là, Ouais, très intéressant. tout le monde s'est Ouais. prêté au jeu. Eh ben, excellent. Et Et tout le monde du avait coup- tort. Et là, absolument tout le monde, du coup, est soit enthousiaste, impressionné, ou alors vraiment juste terrifié par tout ce que ça peut impliquer derrière, par tous les métiers qui peuvent être en péril, parce que vraiment, c'est les équipes créatives dans les entreprises qui pourraient disparaître, les entreprises pour leur pub, tout ça, les illustrateurs, les graphistes, les sculpteurs, même les photographes, parce que certaines IA permettent de représenter des images quasi réelles, en fait. On en voit là depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, et tout ça quasiment gratuitement. Alors c'est quand même plus sympa pour une entreprise qui veut faire du profit de ne pas payer des gens. Mais aussi, du coup, les IA, elles sont bridées par tout ce qui a déjà été fait, et qui sont absolument pas capables de créativité, de nouvelles inventions, de renouvellement. Et là, c'est compliqué parce que du coup, si on se repose trop là-dessus, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, au bout d'un moment, on va pas être bridés dans tout ce qu'on va, dans la création d'imaginaire, dans notre création même, et du coup, est-ce qu'on va pas, au bout du compte, finir par perdre ce qui fait de nous des humains? Ça, c'est aussi quelque chose. J'étais auquel un, il faut un réfléchir. peu plus longtemps sur le plateau avec nous. Il y a une question dans le live. Ouais. Euh, Pas sûr de pouvoir y répondre, mais. le dernier Astérix aurait-il pu être fait par une IA? Par une intelligence artificielle. Alors, je sais qu'on s'en sert dans le cinéma, notamment pour créer notamment dans les Star Wars et toutes ces productions à gros budget, dans le déplacement de certaines caméras, notamment chez les Marvel, on s'en sert pas mal pour avoir certaines choses de programmer déjà à l'avance pour mieux représenter l'action ou quoi. Et on perd beaucoup du coup la patte des chorégraphes cascades. C'est pour ça que notamment dans les Marvel, les scènes d'action sont absolument ridicules. Et c'est à cause de ça, quoi. C'est fait par des robots et pas par des êtres humains, et pour l'instant, c'est pas encore vraiment au point. Du coup, le nouvel Astérix, je l'ai pas vu. Ah. Donc, j'en sais rien. D'accord. Bon, petit tacle à Marvel comme ça. Ça aurait peut-être été mieux avec une Gratuit. IA, visiblement, j'en sais rien. Je sais pas. Merci, Bon, bah, Louis. merci. Au revoir. Merci, Merci, Eunice, Louis. d'avoir répondu à nos questions. On va peut-être passer au prochain invité. Oui, on va accueillir le second invité. Donc, je rappelle que il est maître de conférence en informatique spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il a une petite spécialité en analyse d'images, notamment. Il aurait été sans doute très bon pour réagir à la chronique de Louis, meilleur que nous. Bonjour, Bonjour. François-Xavier, merci d'être ici. À votre place, il y avait une ancienne étudiante à vous. Oui, ça fait un moment. Hein. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se voit? On peut se tutoyer, moi, ça Allez, va. super, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est parti. Donc on a vu juste avant, on a parlé un petit peu d'art et notamment que l'intelligence artificielle pouvait se substituer aux artistes. Est-ce que ça va pas révolutionner un peu le monde de l'art? Ça, la question, je ne pourrais pas trop y répondre. Après, il y a un point qu'on oublie, c'est que on parle d'intelligence artificielle, c'est pas si intelligent que ça reste quand même très naïf. Donc vous avez un aspect, est-ce que ça va apporter du nouveau derrière quand on parle de l'art? Et là, je reste dubitatif sur cet aspect-là. Ça va expliquer des recettes anciennes. Ça ne va pas d'un seul coup vous apporter quelque chose de complètement nouveau. Est-ce qu'on ne peut pas créer du nouveau justement en reprenant des choses anciennes et... Alors du nouveau peut-être, mais quelque chose de révolutionnaire, Mm. ça va demander peut-être plus que simplement juste de l'ancien. D'accord. Et l'intelligence artificielle, du coup, globalement, c'est quand même reproduire des comportements humains
reproduire une façon d'écrire humaine, une façon de réagir humaine. Du coup, à quoi elle sert en fait? Alors, il ne faut pas oublier que la base de l'intelligence artificielle, alors, enfin, moi je fais spécialiste par exemple dans ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Le but, c'est de reproduire quelque chose. Donc, que vous ayez pas mal d'IA, tout ça, qui cherchent d'abord à reproduire, ça aussi parce que c'est la première chose qu'on cherche à faire. Et un des premiers endroits où on cherche à mettre l'IA, c'est tout ce qui est tâches répétitives. Voilà, améliorer, éviter de refaire 3 fois la même chose. Ce qui fait que dans la gamme qu'on a dans toutes les méthodes pour apprendre, il y en a une qui existe que font les gamins de base, c'est l'apprentissage par imitation. La première chose qu'on fait, c'est imiter. Alors en fait, la machine est très mauvaise à ça. Parce que imiter, il faut là où un enfant assez jeune va avoir le geste une ou deux fois, va être capable de le refaire. Nous, il nous faut 3-4 gigas de données là-dessus, voire davantage, pour faire la même chose. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'on ça imite. C'est aussi parce qu'on cherche à imiter aussi à la base. Et du coup, en imitant, est-ce qu'à un moment, la machine peut devenir meilleure que nous? Alors, d'un point de vue purement performance, oui. Dans les jeux de données, on va dire par exemple ce qu'on appelle l'apprentissage profond, une des choses qui est arrivée, qui a vraiment été une sorte de révolution, même si les méthodes en soi étaient anciennes, c'est que d'un seul coup, on a sur des tâches donc, de classification d'images, c'est-à-dire dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est une maison, battu l'homme. C'est-à-dire que par rapport à un jeu de données annoté par l'homme, la machine faisait encore mieux, beaucoup moins d'erreurs. Donc oui, sur des tâches vraiment purement de performance, on est capable de faire mieux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on veut faire ça en médical, parce que on peut se tromper. Il y a quelqu'un qui fait, c'est de la fatigue, et d'avoir quelque chose comme ça qui est capable de ne pas fatiguer et de faire, on sait d'un point de vue global, faire mieux, ça devient intéressant. Après, si la question c'est est-ce que ça va faire mieux conceptuellement, ça c'est encore une autre question. Mais même l'intelligence artificielle, enfin la machine, elle peut aussi quand même se tromper et faire des erreurs. On l'a vu avec ChatGPT, mais aussi avec des caméras faciales qui se trompent. Alors déjà, je pense qu'il y a la méthode qui ne se trompe jamais, ça n'existera pas. Il y aura toujours une erreur, ne serait-ce que pour... on a un théorème qui traîne... qui s'appelle le théorème du vilain petit canard. C'est-à-dire vous avez beau faire, vous allez prendre, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un ensemble de critères pour dire, voilà, c'est ça, c'est ça. Et vous avez toujours trouvé quelque chose qui va répondre à tous vos critères, mais qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Être complètement exhaustif, en fait, sur quelque chose, ça demande conceptuellement d'avoir complètement catégorisé, en fait. Et ça, on ne fait jamais, en fait. Même nous, on peut se tromper. Je pense qu'entre des pommes et des poires, pour peu que la forme de la poire ressemble à celle d'une pomme, vous allez vous tromper, ça va avoir la même couleur, à peu près la même forme. Il va falloir goûter là-dessus. Mais si vous vous référez juste à la forme, à la couleur, on peut se tromper, même nous. Donc oui, il y aura des erreurs. Alors, la question après, c'est quel contrôle on a sur l'erreur et quel taux d'erreur est acceptable. C'est là, selon ce qui va être accepté ou pas, alors ça peut être moral la question, ça peut être juridique, et ça peut être des problématiques plus simples de savoir le coût de l'erreur. On a un exemple, Hermé, mieux vaut se tromper pour en faire entrer quelqu'un à un endroit que dire oui. Mais après, si c'est un traitement sur le cancer, parfois mieux vaut dire non et éviter un protocole extrêmement lourd que dire oui. Vous voyez, ça va être des choses comme ça. On va essayer de contrôler cette erreur. Avec, comme on peut en fait. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu aux origines de l'intelligence artificielle? Depuis quand est-ce qu'on parle de ça? Alors le terme en lui-même date de la fin des années 50 par quelqu'un qui s'appelle John McCarthy. C'est les pionniers de l'IA en fait, fin des années 50. Donc un nom que vous connaissez peut-être, c'est Turing. Donc on est sur les fondements où les gens se sont demandé est-ce que la machine peut reproduire l'homme. Donc là, on a les bases, alors à la fois les bases, on va dire mathématiques, mais aussi les bases conceptuelles, donc la façon de faire. Et il y a tout un courant dans les années 60 qui a fait énormément d'outils qu'on utilise toujours, donc des outils, des questionnements. Et puis bon, ils sont confrontés aux problèmes de l'époque, c'est-à-dire des machines pas forcément très puissantes. Vous pouvez regarder sur Internet, vous avez un des pionniers qui s'appelle Rosenblatt, devant la machine qui permettait de faire la classification, fait la taille de la pièce.
Ok. La machine fait la taille de la pièce. Ouais, faut voir, hein, Ouais, faut se c'est remettre costaud. à l'époque. Mais le questionnement est là. Après, les méthodes, on va dire, plus modernes, qu'on utilise pas mal, datent des années 90 pour la plupart. Et maintenant, les méthodes, bon, ChatGPT, c'est des méthodes des années 2010 Mm. derrière, même s'il y a des choses qui reviennent de plus loin. Mais il ne faut pas oublier que l'ordinateur a énormément évolué. Mm. Et ça Et rapidement. nous a permis des choses qui étaient inapplicables avant deviennent faciles même maintenant. Et ça, c'est... Et moi, quand on parle d'intelligence artificielle, je sais pas pourquoi, je pense un peu aux États-Unis, leader, tout ça. En France, on est comment par rapport à ça? On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais, Ouais, d'accord. alors évidemment, on n'a pas la force de frappe des États-Unis. Ça, c'est sûr. On n'a pas Google, Facebook, comme ça, mais on a de très bons chercheurs. On a quoi du coup si on n'a pas Google, Facebook Alors on a de très bonnes écoles, on a des bonnes formations. Alors qu'est-ce qu'on a? On a quand même quelques entreprises qui sont bien placées, alors parfois sur des niches, parfois sur des choses un peu différentes. On a quelques noms qui sont connus. Il ne faut pas oublier qu'Yann Lequin, qui est à la tête de l'intelligence artificielle chez Meta maintenant, Facebook avant. C'est un Français, hein. D'accord. Donc formé, il me semble que l'école polytechnique derrière. Donc voilà, on a des gens qui sont là. Alors c'est plus modeste, mais on est là. Bon. En France, ce qui va être peut-être le fer de lance, ça va être essentiellement l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique automatique. Et après, on a quelques boîtes. Bon, il y a Criteo par exemple, où il y a un pan, qui est pas mal. Et puis d'autres, on n'entend pas forcément parler, mais qui sont là, et quelques géants qui aussi sont là. Bon, il y avait Enedis avec Nice, Orange est présent, j'en oublie forcément D'accord. derrière, mais pas, c'est vrai qu'on n'a pas de Google. On n'a pas de... Là-dessus, on a... Bon, mais on se débrouille. Et donc, vous êtes maître de conférence et on a entendu plusieurs fois là, qu'il y avait des crispations autour de l'école avec des craintes de triche, on va plus savoir quel élève a écrit quelle copie, etc. Comment on fait pour ça? Est-ce que c'est un vrai danger? Alors, un vrai danger, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir revoir nos pratiques pédagogiques sur l'évaluation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait avant, des petites questions, on voulait juste un raisonnement à l'étudiant. Bon, ça, on va probablement plus pouvoir. Donc, une façon de jouer, c'est de faire demander quelque chose de plus haut niveau, là où ChatGPT n'y arrive pas, un niveau un peu plus conceptuel. Ou alors faire des choses plus à chaud. Donc, il faut trouver un peu la faille Il faut trouver la faille. Ouais. Voir, après, il y a d'autres personnes qui vont jouer avec. C'est-à-dire qu'il existe l'outil, faisons en sorte qu'ils l'utilisent et qu'ils mettent aussi leurs pattes dessus. C'est intéressant, par exemple, le fait que ce soit pas du plagiat, le fait d'utiliser ChatGPT. Mais ça risque de le devenir, non, dans quelques temps Faudra revoir la définition de plagiat. À ma connaissance, c'est vraiment copier-coller. Et là, comme c'est généré, c'est pas du copier-coller. D'ailleurs, le collègue à Lyon qui a découvert le problème, c'est parce qu'il a vu une sorte de variante de plusieurs fois la même idée, fait d'une façon un peu différente, mais il s'est dit, c'est marrant, on a l'impression que c'est toujours... En fait, les élèves avaient rendu... Mais voilà, je pense pas que ce soit mal en soi. Alors, peut-être aussi que là où on est, nous, en informatique, et puis sur certains points où il y a des maths, tout ça, peut-être un peu plus protégé que des endroits qui sont où il y a... pas littéraire, mais où il y a besoin des petites réponses, où là, ChatGPT va être très pertinent, qui, effectivement, peut faire mal. Bon, pour une anecdote, j'ai un collègue qui a passé un de ses examens, il a utilisé ChatGPT, il avait la moyenne. Avec... Pas beaucoup, mais... Mais il aurait peut-être eu plus que la moyenne sans utiliser le robot, non? Ah oui, j'espère quand même. Et une petite question économique. Donc pour l'instant, c'est gratuit le recours à ChatGPT, mais il est probable qu'il devienne payant. Et à qui cette technologie va être réservée? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle creuse encore des inégalités?
la fracture numérique, tout ça. Oui, Est-ce que ça je va ne pas pourrais pas encore répondre sur tous les points. OpenAI, c'est quand même une entreprise maintenant à but lucratif. Au départ, c'était une fondation, donc ils veulent faire de l'argent. Ça, on ne peut pas leur reprocher sur ce point. Il y a quand même un point qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même besoin d'une infrastructure qui coûte très cher. Faut quand même des ordinateurs derrière, faut un centre de données. Ça consomme pas mal d'énergie malgré les progrès qu'on a fait. Et si vous avez... alors nous, on parle pas mal de passage à l'échelle aux étudiants. Si vous avez des millions de personnes qui s'y connectent par heure, ça forcément, faut les canaux derrière. Donc ça a quand même un coût. Donc si vous voulez ouvrir là-dessus, faut trouver un moyen, si ce soit gratuit, de payer. En Google, généralement, ils se payent parce que les gens donnent de l'information. Donc c'est comme ça qu'ils récupèrent pas mal de choses pour eux, plus la publicité, ça les finance. Si c'est un État, la question va se poser différemment. Mais pour eux, effectivement, le fait de me rendre ça payant parce qu'ils ont cette infra va faire que des gens qui n'ont pas les moyens ne pourront pas utiliser. Si en plus vous voulez jouer dessus, oui, ça va commencer à faire... peut poser des problèmes. Mais je dirais que c'est pas nouveau, un problème à ce niveau-là. Il y en a avoir d'autres des problèmes en plus. Et donc on l'a vu, l'intelligence artificielle, elle sait pas tout faire, elle a un peu ses limites. Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle fait encore des erreurs? Et comment on peut faire en sorte d'avoir peut-être plus confiance en elle? Alors pourquoi elle fait des erreurs? Parce que l'intelligence artificielle, elle a un côté naïf. Vous lui donnez énormément de données. Et les données que vous lui donnez, si vous en donnez très peu, on aurait l'occasion de vérifier ce qui est donné. De faire très attention à ce qui se passe, de faire ce qu'on appelle du nettoyage. Et là, c'est propre. Là, ce qui se passe, c'est que vous donnez tellement de données que vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc, il y a des biais. Ce qui peut se passer, par exemple, avec ChatGPT, c'est que dans toutes les données qu'on met, on peut avoir des choses qui sont contradictoires. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans tout ce qui est contradiction, soit il y a une phrase qui arrive plus souvent que l'autre, donc elle va être prépondérante par rapport à ça. Vous allez avoir des choses un peu bizarres, une fois ça sera l'un, une fois ça sera l'autre. Donc des fois ça va se tromper, des fois vous avez l'impression que ça ne va pas se tromper. Donc c'est ce qu'on appelle des biais. Donc ces biais peuvent être complètement inoffensifs dans certains cas, et d'autres fois faire mal. Bon, il y a les biais de genre qui fait partie quand même des choses assez connues maintenant, des biais d'âge, des biais effectivement de pays. Reconnaissance faciale, par exemple, un des premiers biais qu'il y a eu, c'était la couleur de peau. Parce que les jeux de données qu'on a, ils sont aux États-Unis, dans des zones un peu riches. Je vous laisse deviner un peu ce qui se passe. Donc ça maintenant, alors on a des moyens de les corriger. Quand on sait qu'ils existent, c'est évidemment plus facile à corriger. Après, le problème, c'est qu'il y a des biais que vous découvrirez après, plus la morale qui peut bouger. Et ça rend les choses un peu délicates. Donc on peut corriger jusqu'à un certain point. Et à un moment, vous n'avez pas le choix, il faut faire ça à la main. Donc, même OpenAI, à un moment, il y a de la modération qui s'est faite à la main dans certains cas. Et je pense qu'encore, vous pouvez, si vous voulez lui faire tenir des propos malsains, ça doit être parfaitement faisable. On va essayer. Voilà. On va essayer. Il y a toujours un moyen de détourner le système, hélas, là-dessus. Donc ça fait partie des erreurs qu'il y a là-dedans. Un peu comme nous, comme on se trompe parce qu'on a pris la mauvaise source de connaissances derrière. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Lucas nous en a parlé tout à l'heure. Google a lancé son robot conversationnel Bard. Donc la petite nuance avec ChatGPT, c'est qu'il puise directement ses réponses il puise directement ses réponses dans les données en ligne. Et sauf qu'on le sait, sur Internet, on trouve un petit peu de tout. Donc ça peut poser problème, notamment pour trier le vrai du faux. Et c'est Nina qui nous a préparé une petite chronique pour y voir plus clair. Ouais, c'est ça, on reste dans le thème. Bon, ça fait toujours pas très plaisir parce qu'on est encore dans le vrai faux de Internet. Mais moi, je voulais aujourd'hui vous parler du terme de fake news. On en parle beaucoup dans le journalisme, mais juste pour récapituler un peu ce que c'est, pour que tout le monde soit au courant. Bon, ça, à l'écran, j'ai Macron qui parle. Ouais, voilà. C'est exceptionnel. Ça arrive. On dirait un peu un Sims, non? Ouais, un peu, ouais. Je vous explique, mais ouais, c'est assez impressionnant. Et du coup, les fake news, en journalisme, c'est des fausses informations qui sont diffusées dans un but soit politique, soit financier, soit humoristique.
parce que ça amuse toujours les gens de raconter des fausses histoires, quoi. Et du coup, il y a des médias qui tentent de lutter contre les fake news avec des cellules de vérification d'informations. Vous connaissez sans doute le vrai du faux de France Info ou Check News de Libération, ce genre de choses. Et en fait, le truc, c'est qu'Internet, ça va toujours plus loin dans le progrès technologique. Et du coup, maintenant, on voit circuler des deepfakes. Pareil, pour expliquer vraiment ce que c'est les deepfakes, c'est des vidéos dans lesquelles on voit des personnalités publiques, comme vous voyez à l'écran, qui sont détournées pour faire dire à la personne des mots qu'elle n'a jamais prononcés. Alors là, on n'a pas le son, mais en fait, je vous raconte vite fait ce que dit la vidéo. Il est en train de démissionner. Il est en train de s'excuser pour tout le mal qu'il a fait pendant son quinquennat. Et en gros, il jette l'éponge et voilà. Réforme des retraites. Pourquoi pas? En vrai, peut-être que c'est des mots que certains rêvent de l'entendre prononcer. Mais voilà, en gros, on a bien compris, Emmanuel Macron n'a jamais dit ça. Il n'a jamais prononcé ces mots et en fait, on le voit bien à l'image, c'est que la couleur de peau, elle n'est pas pareille que dans la vraie vie. Les mains, elles sont immobiles, donc elles ne bougent pas, ce qui est complètement... là, moi, je bouge, je suis vivante, mes mains bougent aussi. Donc en fait, si on se concentre un peu, c'est très facile de voir que c'est un deepfake. Le problème, c'est qu'en fait, quand on scrolle sur Internet, c'est-à-dire qu'on actualise notre fil d'actualité, on n'a pas le temps et on n'a même pas la concentration ni l'énergie de se concentrer et se dire est-ce que c'est un deepfake. Et là, c'est flagrant, là, quand même. Je sais pas, en fait. Après, ça dépend sur un petit écran, c'est ça. tu vois. Et il y a vraiment plein de gens qui se sont fait avoir. Ouais. Et en fait, c'est pas les gens qui sont bêtes, c'est... nous aussi, on pourrait se faire avoir, vraiment. Et d'ailleurs, vous en avez peut-être déjà croisé, mais vous savez pas que c'est des faux. On la reconnaît, alors. Justement, c'est ça la question. Comment on arrête de se faire avoir par les ordinateurs? Parce que là, au bout d'un moment, c'est nous qui les créons et on se fait avoir à notre propre piège. Surtout que ça se multiplie sur Internet, les deepfakes, et c'est de plus en plus facile d'en faire. Donc, et il y a même des intelligences artificielles qui permettent de recréer notre voix. C'est-à-dire qu'on enregistre pendant 3 secondes notre voix et on peut recréer tout un discours que la personne n'a jamais prononcé. Bref, le problème c'est que les images, normalement, on peut les croire, et là, on peut plus croire dans les images, et en plus, elles nous tendent un piège, c'est encore pire que ça. Enfin bon, comment on y arrive? La première chose à faire, Arnaud, ta question, c'est vraiment de savoir qui est l'auteur de cette vidéo. C'est le plus important. Quand on voit que le but, il est politique, il est financier, pourquoi l'auteur publie cette vidéo? Est-ce que ça vient d'un média qui est plus sûr, par exemple le Très Informé? On peut considérer que son seul but, c'est d'informer ses auditeurs, ses lecteurs. Donc là, on peut plus avoir confiance. Tandis qu'une page d'un groupe politique, il va avoir tendance à vouloir convaincre, à avoir des motivations électorales et même dénigrer ses opposants politiques. Donc dans ce cas-là, les motivations sont quand même pas les mêmes. Et donc, attention quand même, on va rester modeste. Même les grands médias peuvent se tromper. C'est déjà arrivé, et je pense qu'on a tous des exemples en tête. Donc si on a un doute, le plus pratique en vrai, c'est de ne pas partager. Pas partager quelque chose, je veux dire, sur Internet. Si on se renseigne un peu, et on se renseigne un peu sur le sujet, vaut mieux ne pas partager par la peur de la fake news que de partager du contenu faux. Voilà, j'espère que j'étais claire. Je vais voir un peu sur le site, sur le chat, pardon. Estelle qui dit « La vérité a-t-elle déjà existé ?» Oui, forcément, quand on se pose ce genre de questions existentielles, c'est un peu compliqué. Oui, alors là, je parle bien d'information journalistique, pas du tout de vérité au sens philosophique. C'est un fait, quoi. Est-ce que, justement, si on commence à partir dans des idéaux politiques, forcément, là, on tombe vers les fausses informations. Et ça va, sinon, c'est clair dans le chat? Ça a l'air, hein. Il y a Lenita13 qui posait une petite question. Combien d'images de quelqu'un il faut pour générer une vidéo comme ça? Ça lui a peut-être donné des idées. C'est ça. Lenita13, tu veux diffuser des... Non, mais le problème, c'est que par exemple, Emmanuel Macron, on a des montagnes de vidéos de lui. Notamment là, ça a dû être une vidéo pendant le Covid, vous savez, il faisait des allocutions. Bon, voilà, il y a plein de vidéos qui circulent sur le net de lui. Et puis, il y a même des applications qui sont très faciles. J'en ai vu une tout à l'heure qui s'appelle Avatarify. Voilà, en fait, t'as Elon Musk, t'as toutes les grandes personnalités, et ça, c'est très facile. Avec suffisamment de moyens, est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux au niveau du trucage que ce qu'on a vu juste avant? Oui, je pense. Le truc, en fait, le plus important à retenir, c'est que maintenant, les deepfakes, avant, il fallait être un as de l'informatique
pour pouvoir les faire, je parle sous votre contrôle, mais je vois que vous épinez, donc c'est tout va bien. C'est qu'en fait, avant, fallait être un as de l'informatique, maintenant, n'importe qui peut générer des deepfakes. C'est plutôt ça. Et le but, c'est pas vraiment que ce soit hyper crédible, c'est plutôt que bah ouais, tu scrolles et tu fais pas trop attention à ce que tu as en face de toi, quoi. D'accord. On dirait même que le prix du matériel pour faire ça, c'est un ordinateur de jeu. Oui, donc en gros, un gamer qui a un ordinateur assez puissant peut faire... Le matériel pour faire ça. Ouais. Ok, Ça prendra un peu de temps, mais il a le matériel. ça fait peur un peu. Donc, n'importe qui peut, ici, dans cette pièce, créer un deepfake plus ou moins bien fait, quoi. Bah ouais, je sais pas, vous en pensez quoi? Ça, c'est... Enfin, il y a eu quelque chose aussi qu'on oublie avec l'arrivée de l'intelligence artificielle depuis, on va dire, ça va faire maintenant un peu plus de 10 ans. Il y a eu une politique d'ouverture de tout le code qu'on a fait. Et si vous regardez, Google d'ailleurs a pas mal fait ça, vous avez accès à un certain nombre d'algorithmes à l'état de l'art, où ils sont sur GitHub. D'accord. Vous y avez accès, vous pouvez les jouer avec, vous pouvez les utiliser. Ce qui a rendu évidemment accessible, alors au départ aux bidouilleurs, aux gens qui connaissaient là-dessus, puis après à des gens qui ont rendu ça un peu plus accessible encore. Au grand public, des choses qui à une époque n'auraient jamais été. Il y a un petit côté révolutionnaire là-dessus aussi, ce qui me total, oui, enfin, maintenant pas forcément n'importe qui, mais quelqu'un déterminé, s'ils veulent faire, le fait. Bon, si vous avez... Mais quel est l'intérêt de tout ça, de cet accès libre, de pouvoir permettre à tout le monde de... Pardon. Il y a un intérêt de partage aussi de la connaissance. Mais ça, c'est pas de la connaissance, forcément, c'est du trucage. Alors, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance et il y a aussi, nous, d'un point de vue scientifique, de pouvoir reproduire ce qui a été fait. Et donc, le fait que ce soit disponible, on peut reproduire des choses qui ont été faites. Donc, on peut reproduire. Et donc, quelque part, c'est un effet de bord, le fait qu'après, les gens s'en saisissent pour faire autre chose. Bon, si vous nous regardez, vous nous écoutez et que vous voulez produire des deepfakes, je vous encourage pas à le faire, mais bon, si ça peut vous amuser, tant mieux. Maintenant, on va passer à une chronique avec Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Bonjour les présentateurs, bonjour le chat. Cette chronique va mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire. On se penche particulièrement sur la vidéosurveillance intelligente qui pourrait être mise en place dès 2024 pour les JO de Paris. C'est bien ça? Exactement. Et forcément, ça soulève plein de questions et tu vas essayer de nous éclairer sur le sujet. Ouais, alors première question, donc sans parler d'IA, est-ce qu'on est plus ou moins en sécurité quand on est surveillé? Moi, je pense que oui. Après, je parle C'est un débat philosophique, là. Voilà, c'est ça. Et c'est très dur, en fait, d'apporter une réponse qui soit tranchée. Par exemple, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé en décembre que plus de la moitié des enquêtes judiciaires étaient résolues grâce aux images de vidéosurveillance. Mais bon, d'un autre côté, on sait que le modèle de la vidéosurveillance peut poser des enjeux éthiques, par exemple la peur d'être suivi, d'être traqué. Et au fond, c'est exactement les mêmes questionnements en fait, qui se posent avec l'intelligence artificielle, sauf que là, il y a une question qui se pose en plus, c'est la place de l'homme dans ce dispositif et le contrôle que l'homme a sur la vidéosurveillance. Donc pour les caméras des JO, par exemple, si on prend cet exemple-là, l'homme, il intervient pas du tout dans ce qui est analyse de l'image. Ça veut dire que l'IA a de très grandes capacités, en fait. Mais concrètement, en fait, elle peut faire quoi, l'IA? Concrètement, l'IA associée à la vidéosurveillance, premièrement, elle permet de détecter l'information. Donc elle peut le faire toute seule. C'est-à-dire que l'œil humain, lui, en temps réel, il ne pourrait pas le faire. Il se concentre sur une seule chose, en fait. Alors que l'IA, elle peut capter tout un tas d'informations en temps réel. Et puis deuxièmement, en fait, elle peut reconnaître les objets. Donc elle ne va pas simplement détecter l'objet, elle va le reconnaître comme tel. Elle va détecter une silhouette humaine et elle va la reconnaître aussi comme humain ou un type de véhicule ou l'âge d'une personne, etc. On va prendre un exemple en vidéo que la technique va envoyer. Donc ça, c'est Marseille. C'est Marseille ce week-end. Sur quoi est-ce que vous vous concentrez quand vous voyez ces images? Donc, je vous l'accorde, c'est un peu sale, la caméra est pas très nette. Moi, je vois surtout le port, mais... Ouais, mais il y a de la fumée derrière, on dirait. Ouais, il y a de la fumée en haut à droite de l'image. Voilà, et en bas, donc peut-être vous vous concentrez, je sais pas, sur les mouettes qui passent en haut,
peut-être les hommes qui... Il n'y a pas de moi qui sais qui va Là, y a sortir. pas, j'en vois Ah pas, oui, moi. ouais, peut-être en bas. Ouais, en bas là. Bon, il y a Si. quelques êtres humains en Ouais, il y bas en a en fait. 2-3 là, à côté De des l'image. camions. Bon, ça, je Donc, pense que c'est le marché. Ceci Ouais, dit, ça. vous allez vous concentrer sur quelques petits éléments. Mm. Un à la fois en tout cas. Là où l'intelligence artificielle, elle va pouvoir se concentrer sur tout un tas d'éléments et détecter, analyser tout en temps réel. Haute capacité de l'IA, et ça on n'en a pas encore parlé, mais c'est là-dessus qu'elle peut représenter un danger et pas seulement une innovation. Les caméras avec IA peuvent analyser des comportements, type regroupement de personnes, type voiture stationnée, etc. Oui, mais il y a des risques d'erreur dans tout ça. Alors, il y a des risques d'erreur, mais avec les caméras des JO, ça ne représente pas en soi un risque particulier, parce que les caméras, elles font que détecter. Donc, c'est-à-dire que même si elles se trompent, il n'y a pas de prise de décision qui soit automatique. Et c'est là qu'en fait, c'est pas tant un risque que ça, parce que pour qu'il y ait une intervention humaine, il faut qu'il y ait pour qu'il y ait une intervention en fait, de police, des forces de l'ordre, il faut qu'il y ait un homme qui contrôle derrière. Ok. Donc, exemple, vous sortez un parapluie de façon assez violente, l'IA ne peut pas le détecter comme une arme et qu'il y ait une intervention sans qu'il y ait un homme derrière qui dit oui, il faut qu'il y ait une intervention en fait. Ouais, j'espère qu'on n'aura pas à sortir de parapluie en été pour les JO. Changement climatique. Voilà, en C'est un fait, peu dommage. dans les faits, là où il y a un vrai risque, c'est que, et ça c'est la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui l'a souligné, là où il y a un vrai risque, c'est sur la gestion des données. Donc la CNIL a avancé qu'il y avait un risque d'analyse généralisée des personnes parce qu'en fait la caméra va pouvoir détecter vos humeurs et comprendre par exemple vos goûts, etc. Donc c'est pas exclu que dans quelques années, quand vous passez devant un panneau de publicité, on vous présente une publicité qui est associée à vos goûts. Voilà. D'accord. Là il y a un risque potentiel. En gros, c'est un peu comme sur Google quand on nous envoie des pubs ciblées, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça peut éventuellement entraîner du ciblage. Et ça peut aussi éventuellement provoquer... ça peut être stigmatisant aussi, cette gestion et ce traitement. Notamment, je pense, la CNIL a repéré que les mendiants pourraient être stigmatisés. Parce que la vidéosurveillance, elle est associée à des algorithmes, en réalité, qui traitent des données, sauf que si cette base de données, à la base, elle est stigmatisante, ça peut entraîner de la discrimination. Typiquement, le comportement stationnaire est associé comme un danger, donc les mendiants peuvent être assimilés à un danger. C'est qu'ils font un peu des raccourcis, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, la base de données est stigmatisante, donc le traitement peut l'être. Voilà. Mais tout à l'heure, tu en parlais, comme ce sont des Américains qui développent ce genre de choses, c'est il y a une sorte de stigmatisation aussi raciste, il faut le dire. C'est le cas en Chine aussi, Zoé, non? C'est ça. C'est exactement ce qu'on peut voir actuellement en Chine avec la répression des Ouïghours, en fait. Et il n'y a pas forcément, en plus, c'est pas forcément que raciste, hein, faut pas oublier, ça reste une grosse machinerie statistique. Les comportements qui vont être analysés, qui vont revenir, c'est les comportements, on va pas dire normaux, mais fréquents. D'accord. Donc, le comportement anormal quelque part par rapport à ce genre de machine, à part les cas où vous allez les annoter en tant que tel, c'est tout ce qui sort en fait des comportements classiques derrière. Donc quelqu'un qui traverse la route en sautant un peu partout, voilà, ça va tilter alors qu'il n'y a pas forcément de raison particulière, parce que dans votre base, vous allez peut-être avoir une personne qui va faire ça. Donc évidemment, ça va être le point qui peut être gênant. Donc il y a ces points-là, et effectivement, il y a... Alors c'est pas le fait que ce soit les mendiants qui ne bougent pas, c'est le fait de dire que ne pas bouger, il y a un problème. C'est exactement ça, ouais. Et forcément, dans les gens qui ne bougent pas, il y a les sans-domicile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour réglementer ces risques-là? Pour réglementer ça, pour l'instant, en tout cas, les dispositifs de vidéo augmentée, non. Dans le code de sécurité intérieure, il n'y a rien. Donc le code de sécurité intérieure, je reprends juste là-dessus, mais c'est l'ensemble des dispositifs législatifs réglementaires qui concernent la sécurité intérieure. Et sur les dispositifs de vidéo augmentée, il n'y a rien. Voilà. Donc la CNIL aimerait qu'il y ait un texte justement
Mais parce qu'on s'en sert déjà de ces vidéos augmentées. Typiquement à Nice. À Nice, il y a des dispositifs, en tout cas, d'intelligence artificielle dans les caméras de vidéosurveillance. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers d'excellents articles que Les Jours ont fait, donc Les Jours, médias en ligne, qui sont extrêmement passionnants. Voilà. Tu avais aussi une recommandation sur un documentaire. Exactement, donc dernière petite reco, c'est le documentaire qui a été fait par Arte, peut-être que vous l'avez déjà vu, qui est excellent. C'est 7 milliards de suspects tous surveillés. Il est terrifiant. Voilà, terrifiant. Donc pour l'instant, juste pour le chat, voilà. Il est indisponible sur la plateforme Arte en ce moment, mais il est accessible sur YouTube. Donc je vous recommande chaleureusement d'aller faire un petit tour. Eh bien, merci beaucoup, Zoé. Merci beaucoup. Avec Merci l'équipe à de la vous. rédaction, on s'est posé une question. Quel est l'impact de l'IA sur l'environnement? Et Mathilde, qui s'installe, qui prend place à côté de nous, bonjour Mathilde, Bonjour. va faire le point sur la consommation Ouais. de l'IA. Alors déjà, si on s'intéresse au numérique seulement, il faut savoir que ça constitue une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça représente concrètement, je vais vous donner 2 exemples et vous allez essayer en fait d'estimer ce que ça représente en termes de consommation d'énergie, de pollution, finalement. Alors, si je vous dis 4 heures de streaming, genre on passe l'après-midi devant Netflix, d'après vous, ça équivaut à combien de kilomètres parcourus en train? Bon, moi j'ai ta chronique sous les yeux, donc j'ai la réponse, je vais pas, Ah, tu je vais regardes pas pas. la donner. Le chat, n'hésitez pas aussi à essayer de répondre. Combien d'heures en train? Non, combien de kilomètres qui seraient parcourus en train? Si tu passes 4 heures à regarder ta En série. gros, oui. Mm. L'énergie qui est dépensée à cause de ce que tu regardes en streaming, à quoi ça équivaut en kilomètres qui seraient parcourus par T'as un une train? petite fourchette quand même à m'offrir? Bah, d'après toi, ça a combien de chiffres? Je sais pas, c'est 2, 1, 3, 2, 4. 3. 3 chiffres. Ouais, c'est 3 chiffres. Et c'est 109 kilomètres. Non. Donc, en gros, faut se dire que voilà, pendant 4 heures où nous, 109 on est kilomètres en tranquille, on train. passe 4 heures sur Netflix, ça va très vite en plus, 4 heures sur Netflix, voilà. Chronophage. 2 films et c'est fini. Ouais. En fait, c'est l'énergie qui serait dépensée par un train pour parcourir 109 km. C'est énorme. Donc c'est quand même C'est énorme. énorme. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Alors que nous, on c'est- produit rien du tout. Toi, C'est t'es là ça. dans ton canapé, ça se trouve, tu Ah manges des ouais. Maltesers, tu bois ton coca. Rien du tout. Tu régresses. Alors ensuite, vous le savez, le numérique, c'est des milliards de données qui sont stockées dans ce qu'on appelle des data centers. Alors c'est ces grands hangars avec des centaines de machines dedans qui permettent de traiter et de partager ces données numériques. Et leur particularité, c'est que ces data centers, ils sont branchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rien que ça. Et le pire peut-être, c'est qu'à cause de leur surchauffe, ces data centers, ils nécessitent une grande quantité d'eau pour pouvoir refroidir les systèmes. Et donc c'est un peu là le lien avec l'environnement, c'est qu'on utilise beaucoup d'eau. Et alors j'en viens à ma deuxième devinette. De combien de piscines olympiques un data center a besoin par jour selon vous? Encore, moi j'ai Rien- la réponse. donc- Rien que pour se refroidir en fait. Donc rien que Vous pour avez une réguler. idée Réguler la chaleur. Ça Ça ouais. dépend de la taille, je suppose. Ouais, c'est en moyenne là. On part en moyenne. Est-ce que vous avez une idée? Une bonne dizaine. Ah, presque. Presque. On est à 6,5 Oh, bien. piscines olympiques. Donc c'est quand même, si on le met sur une année, Oh. c'est 600 000 mètres cubes d'eau qui sont nécessaires. Et le pire, peut-être, c'est que d'après vous, où est-ce qu'elle est relâchée cette eau après? C'est bon. On se prend pas la tête, on met tout dans les Ouais. égouts. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment de l'eau qui sert même pas, c'est même pas directement pour le fonctionnement des data centers. C'est lié au fonctionnement, mais c'est juste pour refroidir en fait son fonctionnement qui induit de la surchauffe. Ok, donc ça, c'est juste ici on s'intéresse au poids du numérique. Voilà. Ok. Et si on ajoute l'IA, ça donne quoi? Alors, si on ajoute l'IA, franchement, c'est un peu de pire en pire, parce que le développement de l'intelligence artificielle, c'est systématiquement de gigantesques machines qui sont nécessaires pour son fonctionnement, et surtout une quantité phénoménale d'informations qu'on lui fait ingurgiter, et tout ça à chaque fois pour une seule intelligence artificielle qui est créée. Alors, si on prend ChatGPT, qu'on connaît bien maintenant, et qui est une IA, alors imaginez, moi, si je vous dis, disons qu'en une journée, on fait 20 recherches Internet, une journée de travail, voilà. Donc c'est déjà beaucoup de données, parce qu'on l'a vu, ça passe par les data centers, enfin, c'est vraiment de la pollution. Alors imaginez que lui, ChatGPT, c'est pas moins de 175 milliards de paramètres optimisés qui ont été en fait emmagasinés sur des textes de pages web, de blogs, de livres
et donc 175 milliards en fait, Ça constitue. juste pour sa création. Et oui, ça constitue un volume équivalent à 750 000 fois la Bible, le texte de la Bible, C'est en fait. impressionnant. Voilà, C'est juste Ah impressionnant. c'est énorme. démesuré. Alors, si on revient à nos petites devinettes d'estimation de consommation d'énergie, d'après vous, la création de ChatGPT, donc cette intelligence artificielle dont on parle, a consommé autant d'énergie, donc sa création, que combien de foyers, de familles, en une année? Des foyers en France ou. En France, oui. L'étude, c'était en France. Je sais pas, 150. Donc ça serait 150 foyers, Ouais. La consommation annuelle de- leur consommation pendant un an pour la création de ChatGPT, toi, Ouais, Julia. 150. Ce qui est beaucoup quand c'est même. dur, hein. à Ouais, c'est dur. Hein. Mais C'est les dur. chiffres sont grands pour montrer que c'est Ouais. vraiment énorme. Et du coup, bah, t'es pas loin, Arnaud, puisque c'est 126 foyers. Donc en fait, il faut imaginer 126 familles qui ont, tu consommes beaucoup d'énergie dans ta vie de tous les jours. Et bah, tout ce que ces 126 familles ont consommé, bah, c'est ce qu'il a fallu pour créer juste ChatGPT. D'accord, juste pour le Juste créer. pour Et sa après, création. pour qu'il Et après, fonctionne, ça c'est on continue. c'est quoi. Internet tous les jours, comme nous, pour préparer ces interviews, etc. quoi. Ouais, en fait, on dirait pas, mais la course à l'intelligence artificielle, ça représente un risque majeur pour l'environnement, quoi. Ouais, Ok. en effet, mais, et là on contrebalance un peu quand même, les intelligences artificielles sont des innovations. Et comme toutes les innovations technologiques, elles nous permettent de réaliser des tâches que nous, humains, on n'est pas capable de faire. Et ça nous permet aussi d'aller de plus en plus loin dans la recherche, et notamment celle pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est là qu'on voit un peu le bon côté de cette innovation. Je vous donne un exemple. Là aussi, l'université de Fribourg a développé une intelligence artificielle qui est capable de détecter en fait les espèces qui sont susceptibles d'être menacées d'extinction. C'est bien ça. Ouais, et donc ça a été fait grâce à l'utilisation d'un nombre de données, c'est toujours pareil, de données, d'images aériennes et terrestres. En fait, c'est comme s'ils pouvaient surveiller la Terre en direct grâce à toutes ces images aériennes, satellites, avec les satellites, etc. Et donc, ils pourraient savoir très vite quelles seraient les espèces qui sont susceptibles d'être menacées. Et donc, ça nous permet d'agir avant que certaines déjà disparaissent, etc. Donc, ça, c'est cool pour l'environnement. Et enfin, d'après un rapport qui a été publié en 2017, en France, il y a environ 300 startups qui sont spécialisées dans l'IA. Et en fait, on se rend compte qu'une grande partie d'entre elles sont au service de l'environnement. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc finalement, tout n'est pas mauvais et néfaste pour l'environnement dans le développement de ces intelligences artificielles et dans cette course en fait à l'intelligence artificielle. Donc finalement, c'est un peu à nous de trouver le bon équilibre pour l'utiliser au service de la planète sans qu'elle ne vienne elle-même la détruire. Voilà. Merci Mathilde. Avec plaisir. Du coup, en définitive, une dernière question pour vous, avant-dernière. L'IA, on retiendra plutôt l'innovation ou le danger? Faut faire attention aux deux. C'est à la fois, comme toute innovation, il y a des dangers, à nous d'être vigilants pour éviter que de tomber sur quelque chose qu'on ne veut pas. Je pense que c'est valable pour à peu près toutes les technologies. On parle des startups de l'IA, par exemple. Je pense que dedans, il y a des gens qui font des trucs très basiques. On est loin de ChatGPT, loin d'avoir une consommation de fou. Quand d'autres, sous des couverts anodins, il y a des choses qui peuvent aller vers des points beaucoup plus délicats, je dirais. Sachant que le danger n'est pas forcément qu'environnemental, peut être sociétal. Et concrètement, dans 10 ans, si on refait cette interview, qu'est-ce que l'IA aura changé dans nos vies? Oula. On fait une interview fiction. Il y a plein de questions qui se posent. Ça fait, on va dire, pratiquement 60 ans qu'on cherche à casser un plafond qui est le plafond conceptuel, c'est-à-dire de passer de données au concept. Si on y arrive dans 10 ans, évidemment, là, vous allez voir un truc complètement différent de l'interview. Ça, c'est sûr. Après, ce qui se passe, c'est que petit à petit, il y a des choses qui étaient compliquées à faire, ça coûtait du temps. Bon, le traitement automatique de la langue, si vous prenez les traducteurs actuels, je pense que nous en a un peu parlé, c'est par rapport à ce qu'il y avait il y a ne serait-ce 5 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc il y a plein de petites choses comme ça, ou sur des tâches où maintenant on l'utilise pour traduire des fois, vous prenez rien que DeepL pour traduire, vous gagnez un temps fou. Clairement. Il faut passer derrière le texte, mais derrière... donc il y a peut-être plein de petites choses comme ça qui étaient des tâches un peu fastidieuses du quotidien qui petit à petit vont se simplifier. Donc il
Voilà, ça risque d'être ça qui va changer. On va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, mais ça va venir petit à petit. On va pas oui, ça va venir de façon complètement anodine. Après, est-ce qu'il va y avoir une révolution d'un seul coup, on va voir l'arrivée des robots, choses comme ça. Ça, je serais incapable de répondre. On est encore loin d'avoir quelque chose d'aussi... ça coûte cher déjà. Donc il faudra peut-être aussi que les prix baissent sur certains points pour que ce soit accessible au grand public. Merci François De Xavier. rien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Isa et à Max à la technique. Merci à toutes nos équipes, à toute la rédaction. Merci à notre intervenant, Anthony, je ne vais pas dire de bêtises, Jamon. J'allais dire une bêtise. J'ai failli. Merci au rédac chef aussi, Mathilde qui est ici, Et Léna. un énorme applaudissement pour Léna Rosada, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Max, on t'a remercié. Max, on t'a remercié, oui. Maxime Pernet. Merci à Maxime. Merci à Maxime Pernet. Mais un gros applaudissement quand même pour Léna, c'est son anniversaire. Merci à tous. À bientôt. Comment on quitte tout ça là? C'est tout bon?